À l'heure actuelle, dans les jeux similaires avec des dangers corporels immédiats, ce sont des jeux de mimétisme par rapport au catch. C'est le grand moment, à l'heure actuelle, c'est ça. Pourquoi en ce moment parce que le catch a supplanté Batman, Spider-Man et les Pokémon réunis, donc c'est vrai que c'est un sport qui a fait énormément de communication, on retrouve là-dedans. Mais de mon point de vue, le plus dangereux... Alors les dangers sont différents, il ne faut pas mélanger. C'est vrai que dans les jeux dangereux, physiquement dangereux, c'est essentiellement des lésions corporelles potentiellement graves. Ce qui est beaucoup plus préoccupant dans les jeux d'asphyxiophilie tels qu'on les a évoqués au début et pour lequel il me paraît très important de faire passer ces messages-là, c'est que certes, ça tue. Et on en a bien sûr malheureusement de nombreux exemples, dont celui de Catherine. Ça peut avoir des conséquences physiques dramatiques. Mais ce qui est tout aussi inquiétant, à mon avis, sur les années qui vont suivre, c'est les effets cumulés de privation en oxygène du cerveau ou d'œdème ou de surpression intracrânienne selon les pratiques. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que ça peut donner, mais qui petit à petit, au fur et à mesure du temps, vont donner des maux de tête, des insomnies, des difficultés d'apprentissage, des troubles de la mémoire, des troubles de l'insertion sociale, des enfants irritables, etc. Et peut-être plus tard des adultes qui seront en difficulté liés finalement à des mécanismes qui n'auront pas été extrêmement dangereux d'un seul coup, mais presque bénins, mais qui dans leur effet cumulatif sont probablement tout aussi dévastateurs. Voilà, donc des séquelles plus ou moins lourdes, on en ignore encore. Justement, on va en voir, on va voir un cas dans le reportage que nous allons découvrir maintenant. On va essayer aussi de comprendre à travers ce reportage et à travers vos explications, vos témoignages, ce qui peut motiver les enfants à pratiquer de tels jeux. On regarde tout de suite le reportage. Rameur cet après-midi. J'ai un pote du lycée qui m'a montré un nouveau jeu, mais c'est pas un truc de gamin. Ça te tente? Ouais, ok. Ok, j'en parle aux autres. Jeu du foulard, jeu de la tomate, petit pont massacreur. Une étude recense 300 jeux dangereux en France, qui tuent plus d'un enfant par mois. Quelles sont les sensations recherchées et les risques encourus? Nous sommes allés le demander à un médecin réanimateur au SAMU. Les enfants vont avoir des sensations tout à fait particulières, des hallucinations visuelles, auditives. Ils ont des coups sourds au niveau des tympans, des oreilles. Ils peuvent voir des mouches devant les yeux. Ils ont une sensation de planer. Ils ont l'impression que les objets se déplacent autour d'eux. Donc c'est des sensations évidemment particulières. Une sensation forte qui a un prix et des risques. Quand on joue à un jeu dangereux, notamment les jeux d'asphyxie, il se produit un ralentissement progressif de la circulation sanguine oxygénée vers le cerveau et ensuite une interruption. Donc les cellules cérébrales, bien entendu, vont souffrir de ce manque d'oxygène. La frontière est très floue entre le moment où ils vont perdre connaissance, avoir cette phase convulsive et revenir à eux, ou lorsque l'hypoxie se prolonge, elle puisse aboutir à l'arrêt total de l'oxygénation cérébrale et au décès. Si ces jeux peuvent aller jusqu'à entraîner la mort, le plus souvent ils laissent des séquelles indélébiles. C'est le cas de Ryan Tucker, un jeune Américain qui a pratiqué le jeu du foulard. He was deprived of oxygen for such a long time that he has serious brain damage because of it. He'll never be the same. He has a twin brother that is affected by this as well because his brother isn't the same as he used to be. He's a completely different boy. He's a teenager who has the mentality of a 7-year-old. And now he has to be taught how to walk and talk again. He has to start over. Si en France, les cas comme celui-là sont rares, les séquelles très handicapantes sont courantes. Quand on prive le cerveau d'oxygène et de façon prolongée, ça peut aboutir bien entendu non pas au décès, mais à des séquelles importantes qui sont variables selon les zones du cerveau qui ont été touchées initialement. Donc ça peut être des paralysies, donc paralysie d'un membre, de deux membres, la moitié d'un corps. Ça peut être une surdité, ça peut être une cécité, ça peut être une épilepsie, ça peut être des troubles cognitifs, c'est-à-dire des connaissances, de l'apprentissage, des difficultés pour les jeunes enfants notamment à avoir les notions de calcul, de lecture, etc. Et puis des troubles du comportement, voire des troubles psychiatriques. Comment nos enfants se lancent-ils dans de telles pratiques?
Hélène Romano, psychologue clinicienne, nous explique. Vous allez avoir une grande majorité d'enfants qui vont le faire de façon très occasionnelle, dans un contexte de TEPACAP, pour être dans une recherche d'affiliation au groupe, de faire comme les camarades, et une petite minorité d'enfants qui vont le faire de façon assez répétée, compulsive, addictive, et qui ne vont plus avoir d'autres moyens d'être dans la relation à l'autre que d'être dans ce rapport pathologique de pratiques dangereuses. Aujourd'hui, de quels outils disposons-nous pour prévenir et éviter ces jeux dangereux? Des préventions sont organisées dans les écoles, des films comme Le Rêve Bleu sont diffusés aux professionnels. C'est un tout nouveau jeu. Mieux qu'un rêve, plus beau que les jeux vidéo. Vous allez voir, c'est génial. Tous ensemble, on va vivre ça. Faut que tout le monde essaie, une fois, c'est la règle. Le but, c'est de se couper la respiration, et ça t'envoie voler. Alors je vais mettre mes mains sur ton cou, comme ça. Et si jamais t'es tout seul, tu peux aussi le faire avec une ceinture. Ça marche vachement bien. Le jeu du foulard, c'est trop un truc de ouf. Là, je vais serrer bien fort ton cou. Laisse-toi faire. Hein. Depuis le mois d'octobre, l'État se mobilise. Cécile Dumoulin, députée, a été chargée d'une mission interministérielle sur les jeux dangereux. Son rapport devrait entraîner une série d'actions sur le terrain. Informer parents et professionnels. Il faut évidemment informer les parents. Les médecins scolaires sont déjà formés. Je pense que cette formation doit être étendue à l'ensemble de tous les personnels qui travaillent auprès des enfants, donc que ce soit à l'école, donc le personnel enseignant, mais aussi dans les centres de loisirs, donc l'inclure dans le BAFA, et pourquoi pas les assistants maternels aussi, donc qui ont très plus jeunes enfants, mais qui peuvent garder des enfants de 6 ans. Agir auprès des enfants. On avait préconisé dans les cours de récréation d'instaurer un code de la cour, voilà. Donc en fait, on est plus dans les pratiques non violentes. Hein. Je pense qu'un enfant va plus adhérer à un règlement à partir du moment où il aura participé. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Est-ce que je peux forcer mon copain à participer à un jeu. Est-ce que je peux me faire mal moi-même. Voilà. Donc après, c'est tout un travail qui peut être fait avec les enseignants. Faire de la prévention sur Internet. Donc une idée, c'était aussi que toutes les images qui sont postées sur Internet qui incitent à la pratique de ces jeux, pouvoir les retirer. Donc un travail important avec les pouvoirs publics, les hébergeurs et les associations pour pouvoir, une fois qu'elles sont signalées, qu'elles les retirent, aboutir à une charte des bonnes pratiques sur Internet. Ce qu'on recherchait, c'est l'ivresse des cimes. Beaucoup de choses dans ce reportage. Sur le film de prévention, d'abord Sylvie, là, vous pensez que c'est une bonne manière de faire passer le message? Oui, c'est ça le plus important, je pense. C'est que nous, en tant que parents, c'est vrai que c'est là dans lequel, quand je disais mon ressenti de ne pas être écouté, c'est ce que j'attendais pour aussi aider, pour aussi ceux qui ne voulaient pas participer, on puisse expliquer et dire ce qui peut se passer dans les écoles, sans dénoncer, sans rien dire. On n'est pas là pour ça, on est là pour aider les enfants. Et c'est vrai qu'elle n'a pas voulu participer à ce jeu-là et elle a été forcée. Donc c'est ça qui est important, c'est d'aller nous le dire, de prévenir, d'expliquer avec les bons mots, sans dramatiser, mais en expliquant pour que ça n'aide. Après, effectivement, il y a des écoles où ça peut ne pas se passer, mais c'est le risque et il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que la prévention, c'est le plus important. C'est le plus important.